Aujourd'hui, on reçoit une personne significative en région pour les personnes de la communauté LGBTQ+. Il s'agit de Guillaume Boivin, psychologue clinicien à la clinique L'Élan. Il accompagne une clientèle diversifiée et est formé en santé des personnes trans, non-binaires et créatives dans le genre depuis 2018. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux d'identité de genre, de deuil, de stress minoritaire et de relations humaines. Également membre de la communauté LGBTQ+, il allie engagement, sensibilité et expertise. Dans cet épisode, il revient sur son propre parcours, marqué par des défis, du secondaire jusqu'à aujourd'hui, et raconte comment il a transformé ses expériences pour soutenir les autres et sa communauté. Bon matin, Guillaume! Bonjour, Roxane. Merci de prendre le temps de venir nous jaser de ton parcours professionnel, personnel. C'est vraiment super apprécié. Puis je pense qu'avec toi, on va avoir beaucoup de choses à dire parce que tu as un parcours assez intéressant et diversifié, en fait. J'aimerais ça que tu commences peut-être là par me parler un peu de toi, de qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel, un peu ton parcours. Puis c'est quoi qui t'a amené à choisir cette profession-là comme psychologue, finalement? Je suis psychologue clinicien là, dans une clinique privée, la clinique L'Élan, là, dans le secteur de Chicoutimi. Puis je travaille actuellement là avec une population, tu sais, oui générale, mais aussi beaucoup avec la clientèle de la communauté LGBTQ+, surtout les personnes trans, non-binaires et créatives dans le genre. C'est quand même une expertise que j'ai nourrie beaucoup là depuis que je pratique. Je travaille aussi avec une clientèle là, tu sais, au niveau de la santé mentale, dépression, anxiété, estime de soi, troubles de personnalité, beaucoup. Fait que je vais quand même avoir une clientèle diversifiée, mais je m'axe beaucoup au niveau de la communauté puis des personnes marginalisées de par soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre, même leurs caractéristiques ethnoculturelles. En ce qui concerne mon parcours, quand j'étais très très jeune, je voulais être biologiste, comme mon père l'a été, là, mais ça l'a quand même changé, je pense, au secondaire. OK. Là, je me suis rendu compte que j'avais quand même un intérêt pour la dimension plus humaine. J'ai toujours été un jeune qui était quand même sensible aux autres, qui pognait beaucoup les émotions, qui avait un rôle aussi un petit peu de soutien là avec mes amis, tout ça. Puis j'ai quand même fait l'expérience de choses pas évidentes non plus dans le contexte de mon secondaire. Là, j'ai vécu de l'intimidation de façon assez importante. Ah ouais. Hein. Puis ça a fait que j'ai voulu peut-être m'approcher un peu plus d'aider les autres, de soutenir les gens que j'observais qui étaient marginalisés, comme moi j'ai pu l'être. OK. Fait qu'il y a quand même une dimension personnelle là dans mon choix de carrière. Mais je dirais que j'étais quand même drivé pour la psychologie, là. L'aspect scientifique m'intéressait, l'aspect humain m'intéressait. Fait que j'ai eu un parcours quand même assez linéaire, je dirais, là, du secondaire au bac, c'est-à-dire sciences humaines, bac en psychologie. Puis j'ai dérogé un petit peu par la suite, là. Dans le fond, j'ai pas été pris au doctorat tout de suite. Fait que moi, je suis parti faire une maîtrise en criminologie à Montréal, en criminologie développementale. Fait que j'ai fait essentiellement de la recherche en psychologie, là. Finalement, c'était sur le contrôle de soi dans la petite enfance. Fait que c'était des études de jumeaux, là. Bref, c'était un sujet qui était beaucoup niché. C'est niché. C'était gène et environnement. C'était quand même beaucoup plus proche de la psy que de la crimino a posteriori, là. Puis je me suis rendu compte quand même que j'aimais la recherche, mais je tripais sur la clinique. OK. Fait que je me suis dit, ben non, je vais refaire une demande au doc puis on verra ce que ça donne. Puis finalement, j'ai été pris à l'UQAC, donc je suis revenu dans mes terres natales, finir mes études ici. Retour aux sources. Ça fait combien de temps que tu es revenu ici? Oh mon Dieu, ça va me vieillir, là. Je suis arrivé en 2015. OK, fait que 10 ans à peu près. OK, fait que ça fait 10 ans que tu pratiques ici, là. Est-ce que c'est une pratique privée, publique? Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, ça fait pas 10 ans que je pratique. Quand je suis revenu au doctorat, je pratiquais pas encore. Évidemment, on a les stages à faire, on a une formation aussi à faire. Mais j'ai commencé à travailler de façon plus autonome, je dirais, à partir de 2018, après mon internat. OK. Puis j'ai travaillé en réadaptation physique beaucoup, avec la clientèle qui avait des amputations, AVC, sclérose en plaques, des choses comme ça. Puis déficience sensorielle, là, auditive surtout. Fait que tu t'es promené, là. Oh, je me suis promené en masse. Quand on est au CIUS, on se promène. T'as touché un peu à tout. Oui, c'est ça. J'ai commencé dans le milieu public, puis rapidement, j'ai été me faire former en santé trans et non-binaire en 2018. Puis j'ai essayé d'installer des corridors de services, des choses, puis j'ai proposé qu'on mette en place des services, mais ça n'a jamais nécessairement collé. OK. Fait que j'ai continué mon chemin au CIUS, mais éventuellement, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, puis je suis parti au privé en 2022 à temps partiel, puis là, je suis à temps plein au privé depuis seulement avril dernier, là, où je me suis pris un sans-solde là, d'1 an du CIUS. OK. La clientèle qui appartient à la communauté LGBTQ+, ça représente quoi dans ton caseload, on va dire, de personnes? Est-ce que c'est une majorité? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir? C'est la majorité, je te dirais. Ah là, ouais, c'est hein? au moins
Et au moins le 2 tiers. Peut-être un petit peu plus, là. Je commencerai, tu sais, je ferai pas des micro-coupures, mais c'est un peu plus de 2 tiers de ma clientèle qui va se retrouver dans la communauté LGBTQ+, autant au niveau de l'orientation sexuelle que de l'identité de genre. Fait que je dirais que c'est peut-être ce que je fais le plus, là. OK. Ah, mais c'est vraiment intéressant tout ça. Puis là, tu m'as parlé brièvement au début de ton parcours au secondaire qui a fait que tu racontais que tu avais vécu un petit peu d'intimidation. Est-ce que l'intimidation que tu as vécue est surtout liée au fait que tu es une personne qui s'identifie à la communauté LGBTQ+? Ben, je pense qu'il y a une grande partie que c'est ça. Je vais être transparent. Tu sais, c'est sûr que j'avais pas fait de coming out au secondaire non plus, là. OK. Mais tu sais, on voyait quand même que, tu sais, j'avais une expression de genre qui était pas nécessairement très masculine, ou en tout cas pas typiquement masculine. J'avais une sensibilité aussi qui était différente. Puis je pense qu'on m'a identifié quand même rapidement, peut-être même plus vite que ce que moi je me suis Ah identifié. ouais, hein? Puis j'ai eu quand même tu sais, des expériences d'homophobie, puis on m'insultait, des choses comme ça. C'était beaucoup de la violence psychologique puis sociale là, que j'ai vécu, OK. moins physique. Mais tu sais, ça a quand même laissé des bonnes traces là, que je travaille encore de mon côté. Ah ouais, hein? Mais Ouais, c'est ouais, sûr ouais. que ça laisse des marques, là, je veux dire, de vivre. Puis, tu sais, cette intimidation-là que tu as vécue par rapport à ton expression de genre, je crois comprendre, ou en tout cas, ton orientation sexuelle qui n'était pas encore dite ouvertement à ce moment-là, mais, tu sais, c'est qu'on s'attaque à ton intégrité, finalement, ou à qui tu es, à comment tu agis et tout ça. Donc, c'est pas évident. Ben oui, c'est dur de dissocier ça de qui je suis parce que finalement, c'est vrai que c'est mon identité, ça fait partie de moi. Puis d'être dégradé dans ces dimensions-là qui sont assez intimes, tu sais, ça porte quand même un message qui est assez violent puis qui va traîner, je pense, assez longtemps. Mhm. J'ai traîné beaucoup cette souffrance-là pendant des années sans nécessairement l'adresser. Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte que ça empoisonnait un petit peu trop de dimensions de ma vie puis je me donnais pas le droit d'être moi d'une façon authentique et entière. Puis j'ai juste choisi de commencer à travailler là-dessus, là, un petit peu plus profondément, ce qui est pas évident, mais Mhm. un work in progress, si on me permet l'anglicisme. Ah, c'est un travail d'une vie, là, ça, c'est sûr. Puis, tu dirais que c'est quand que tu as commencé finalement à faire ce progrès-là ou à essayer de travailler là-dessus? C'est vers quel âge? Est-ce que c'est quand tu as quitté la région, par exemple? Ou... Ben, sur le plan personnel, oui, c'est quand j'ai quitté la région. J'avais pas de suivi nécessairement thérapeutique à ce moment-là, mais le fait de partir loin, dans un lieu où personne me connaissait, dans un lieu où la différence, c'était ça, la norme, dans lequel c'était pas non plus regardé comme quelque chose de dérangeant ou de problématique. Ça a été vraiment salvateur pour moi. Là, je pense que, tu Mhm. sais, je me suis beaucoup retenu de vivre puis d'exister tel que j'étais avant d'arriver à Montréal. Puis ça a été un petit peu la révélation pour moi d'être dans un milieu dans lequel je voyais des personnes qui me ressemblaient, je voyais des personnes très marginalisées, je voyais des personnes qui étaient très souffrantes, très peu souffrantes, des très privilégiés, des très peu privilégiés. Je trouvais qu'il y avait une grande diversité. Puis je trouvais ça riche puis confortant un peu, d'une part, de tomber dans une forme d'anonymat. Parce que tu sais, à Montréal, tu te promènes avec un coup d'orange sur la tête puis le monde te regarde pas, là. C'est comme dilué, là, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, ben, d'être capable d'avoir l'expérience des milieux sécuritaires queer que j'avais pas eu en région là, à ce moment-là. Là, c'était OK. quand même, tu sais, j'ai fini mon secondaire quand même en 2007-2008, là, ça fait quand même longtemps. Oui. Mhm. Puis, est-ce que, parce que tu me parlais que ça avait des impacts là, quand même importants sur ta vie, tu dirais quel impact ça avait à ce moment-là, l'intimidation que tu as vécue? Est-ce que tu avais plus tendance à te cacher? Tu sais, concrètement, comment ça se présentait pour toi? Quand je la vivais, ça, Oui. Ben, tu sais, tu oui, dis, après mon secondaire, j'ai vécu des impacts, puis éventuellement, ça m'a suivi. j'étais quand même très timide, très anxieux aussi, là. J'étais plus dans l'évitement, là. Je pense pas que j'étais quelqu'un qui était agressif ni réactif, mais j'étais beaucoup évitant. OK. Tu sais, tout ce qui concerne mon identité queer, c'était quelque chose que j'essayais de cacher. J'avais beaucoup d'homophobie internalisée, là, entre autres, là. C'est pour moi, une expression, tu sais, de la féminité chez un homme, c'est quelque chose de difficile à porter. C'était quelque chose que j'avais appris à trouver dérangeant quelque part parce que si moi je le faisais, ben, je portais rapidement les conséquences de ça, là. Hmm. Fait que j'avais beaucoup, je pense, développé des moyens de protection, mais j'étais pas tant violent envers les autres qu'envers moi-même. OK. Fait que c'était beaucoup de dévaluation, une estime de soi très fragile, puis tu sais, qui était rarement, ben, qui était pas vraiment élevée. En fait, elle l'était jamais, là. Mhm. Puis je me suis empêché beaucoup d'être en relation avec d'autres personnes de la communauté pendant longtemps parce que j'avais peur de ce que ça représenterait pour moi, puis de comment est-ce que j'allais m'installer dans ce rapport-là, je pense. Hmm.
C'est intéressant quand tu parles d'homophobie, de transphobie internalisée, parce que je pense que ton parcours est inspirant parce que tu l'as vécu, toi, personnellement, cette dynamique-là, d'avoir une forme de mépris ou une forme de rejet, finalement, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Puis en même temps, là, maintenant, tu en fais un métier et tu accompagnes les gens qui le vivent probablement. Oui. Donc, ta vie est parsemée, une trame de fond là, qui est vraiment LGBT all-in, là. Ah ben, tu sais, je me suis construit beaucoup autour de ça. Puis dans ma tête, c'est un petit peu le concept de la croissance traumatique aussi. Tu sais, quand on vit des expériences très souffrantes, il y a plusieurs façons aussi. Tu sais, oui, c'est normal de vivre des conséquences négatives avec ça, là. Mm-hmm. Mais je pense que, tu sais, moi, ma façon de me sortir de ces expériences-là, ça a été de leur donner un sens puis d'essayer de faire quelque chose de beau avec ça. Ouais. Fait qu'autant, tu sais, je travaille beaucoup avec la communauté, que j'ai fait mon essai doctoral sur les intimidateurs. Oui, ça, c'est intéressant quand même que tu te questionnes sur les personnes qui intimident. Ouais. OK. Puis ça, c'est rattaché directement à ton passé, à toi, là. Ah, directement. Ah ouais. Fait que qu'est-ce que ça t'a permis de faire ça? Ben, peux-tu nous en parler un peu? Puis qu'est-ce que ça t'a permis, finalement? Oui, absolument. Mais c'est sûr que d'une part, j'ai remarqué quand même que dans la littérature, il y avait beaucoup d'études qui étaient centrées autour des conséquences pour les personnes qui étaient victimes d'intimidation, ce qui fait beaucoup de sens parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Mais j'étais intéressé à comprendre un petit peu le pourquoi il y avait les agresseurs avaient ces comportements, tu sais, violents-là. Quelle fonction ça pouvait remplir au plan adaptatif pour ces jeunes-là d'avoir des comportements d'intimidation? Puis finalement, mon essai doctoral, c'était basé un peu sur un modèle qu'on appelle diathèse-stress, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être le point gâchette qui va faire que les gens vont se mettre à faire avoir des comportements d'intimidation. Normalement, il y a une dimension génétique à ça que j'ai pas explorée, mais finalement, j'ai regardé un petit peu l'effet des stresseurs quotidiens puis l'effet des stresseurs majeurs là, de vie sur une cohorte de jeunes de 12 à 16 ou 17. Je pense que c'était 17 ans. OK. Norvégienne, là, c'était pas une cohorte d'ici. Puis je voulais voir, est-ce que ces stresseurs-là avaient un impact sur l'augmentation des comportements d'intimidation? Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, il y en avait un. Ah ouais. Un peu un modèle de reprendre un sentiment de contrôle sur un environnement qui change beaucoup. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait un surtout dans les périodes de transition. Fait qu'au début du secondaire, à la fin du secondaire, au milieu, ça se calmait. OK. Fait que c'était de voir un petit peu comment est-ce que, dans ces contextes-là, l'agression sociale puis le fait de s'attaquer aux autres, ça avait quand même une fonction adaptative qui est, bon, très inadaptée puis inefficace, là. Je veux dire, il faut quand même qu'on se comprenne. Je cautionne pas l'agression puis l'intimidation, mais je pense que ça donne une dimension quand même sensible aussi aux gens qui vont faire ça. Mm-hmm. Moi, m'a aidé à faire un peu la paix avec ces expériences-là. Tu sais, ce que j'ai fini par me dire assez simplement, c'est ben j'ai beaucoup souffert de ça, mais tu sais, tout le monde souffre. C'est très triste de dire ça comme ça, mais tout le monde fait l'expérience de la souffrance, puis je pense que c'est important de s'intéresser aux deux pans du phénomène. D'une part, pour bien soutenir les gens d'une façon générale, mais aussi pour couper l'intimidation à sa racine, parce que c'est vraiment au niveau des intimidateurs qu'on veut intervenir si on veut arrêter les comportements d'intimidation. Ben oui, absolument. Fait que tu t'es vraiment servi de ton bagage. Et dans le fond, ce qui est beau dans tout ça, c'est que tu t'es pas tant apitoyé. Tu sais, t'as vraiment utilisé que c'est pas facile et tout, mais comme tu t'es quand même servi de ce bagage-là pour aller comprendre, aller plus loin puis faire du sens avec qu'est-ce que tu as vécu finalement. Donc, ça a été quand même moteur de changement puis moteur de rayonnement, là, finalement. Là. Ben moi, ça a été ma façon de composer avec, de digérer cette expérience-là parce que je pense que ça m'aurait rongé en dedans. Mm-hmm. Tu dirais que justement, ce parcours-là, personnel, professionnel, cette recherche-là que tu as fait aussi au niveau des personnes intimidatrices, en quoi ça l'influence aujourd'hui ta pratique comme psychologue, comme intervenant? Qu'est-ce que tu aurais de plus que quelqu'un d'autre, par exemple, qui n'aurait pas vécu ça? Oh mon Dieu, c'est dur de répondre à ça parce qu'on dirait que je veux pas comme me positionner au-dessus d'autres personnes. Mais je pense que ce que ça me donne de particulier, je dirais le regard particulier, c'est de comprendre un petit peu la magnitude des impacts de ces expériences-là. Mm-hmm. Moi, je l'ai vécu comme des traumas relationnels, puis effectivement, dans la recherche aujourd'hui, on voit que c'est un petit peu ça que ça va avoir comme effet, ce genre d'expérience-là. Puis c'est sûr que, tu sais, ça m'a amené plus à développer une approche qui était sensible au trauma, puis au trauma complexe particulièrement. Là, je suis pas quelqu'un qui est spécialisé en stress post-traumatique nécessairement, mais les traumas complexes que je connais quand même très bien ça, de par comment, tu sais, je me suis formé puis fait de la recherche, mais aussi de comment j'en ai vécu moi-même. Mm-hmm. Tu sais, ça me donne des cues un petit peu, des choses sur lesquelles c'est important d'être vigilant. Je pense justement à quel point ça va créer de la souffrance chez l'autre, à quel point est-ce que cette expérience-là est invalidée
validée ou pas, à quel point être entendue, à quel point la personne va se sentir très impuissante souvent là dans ces expériences-là. Puis c'est beaucoup plus dur qu'on pense d'aller dénoncer l'intimidation. Tu sais, je pense que dans les campagnes de sensibilisation, on fait bien de dire dénoncer, mais c'est loin d'être un combat qui est gagné. C'est très difficile de se positionner parce que l'intimidation implique d'entrée de jeu un rapport de force entre les intimidateurs et les victimes. Fait qu'on se retrouve très coincé dans l'impuissance. Je pense qu'une partie qui m'aide là-dedans, c'est de nourrir beaucoup le sentiment de force, de compétence, le sentiment, tu sais, d'adéquation aussi pour qu'on soit capable d'arriver à mettre en place des moyens pour contrer l'intimidation. Mm-hmm. Au niveau de la communauté, je pense que ce que ça m'offre d'en faire partie puis d'avoir vécu ce genre d'expérience-là, c'est peut-être une sensibilité accrue puis le fait qu'on n'a pas besoin de m'enseigner nécessairement, tu sais, comment ça peut être, j'ai une idée. Mm-hmm. J'ai une idée. C'est sûr que je connais pas l'histoire des gens, tu sais, je veux dire, il y a une histoire particulière puis subjective puis tout le monde est différent par ailleurs, mais je pars peut-être avec certaines bases. Oui. À ce niveau-là qui m'aident. Mm-hmm. Ça me donne des points de repère peut-être. Ben oui. Ou des drapeaux que je vais identifier puis à mesure que je développe ma pratique clinique, tu sais, c'est un peu par procuration aussi que je vais en développer là, des drapeaux là. De me rappeler de l'histoire de certaines personnes puis de faire des connexions des fois. Là. Est-ce que tu penses que ça te rend plus susceptible d'être plus dans la sympathie ou dans l'empathie? Est-ce que c'est plus dur pour toi de faire la coupure finalement ou de te protéger comme psychologue finalement dans ta pratique? J'ai longtemps réfléchi à cette question-là, puis je pense qu'au début, je trouvais ça plus difficile que maintenant. Il y a eu un temps d'habituation quand même à développer un peu cette distance-là qui doit rester thérapeutique aussi. En quelque part, tu sais, c'est sûr que je reste une personne profondément sensible, fait que tu sais, l'histoire des gens me touche, mais je suis quand même capable de faire une coupure à la fin de la journée là, Okay. entre mon expérience puis celle des autres, puis je suis capable de voir aussi qu'il y a quand même des différences là, tu sais, ce qu'ils vivent, c'est pas nécessairement ce que moi j'ai vécu, puis tu sais, ils portent pas nécessairement les mêmes cicatrices, mais j'ai fait quand même un bon travail sur moi à ce niveau-là, là, tu sais, je veux dire là, tu sais, j'en ai entamé une éventuellement une psychothérapie de mon côté. Puis je suis quand même très conscient aussi de ce qui m'habite puis des éléments qui s'éveillent, fait que ça me fait moins tomber dans la sympathie, mais je pense que quand ça s'active, ça me permet de bien pogner les cues que la personne me donne. C'est quand ça touche un peu justement à mon histoire, tu sais, d'intimidation, tout ça, de comment c'est sensible, je me rends compte que souvent la personne devant moi aussi, elle va la vivre, cette sensibilité-là. Fait que ça me permet de m'ajuster un peu là à l'état mental de l'autre. Bien, je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse avoir quelqu'un comme toi en région là, pour les personnes de la communauté LGBT. Je pense que c'est important parce que ce qui revient beaucoup quand on rencontre les gens, c'est à quel point les gens de la communauté portent la charge mentale d'éduquer souvent les professionnels, les organismes, les gens qu'ils vont rencontrer. Donc, je pense que c'est rassurant et c'est soulageant d'avoir quelqu'un à qui tu n'as pas besoin d'expliquer puis de faire un cours finalement sur qui je suis et comment je vis les choses. Ouais, j'ai déjà eu ces commentaires-là un peu. Oui, oui. Puis d'être rassuré sur le fait que je ne vivrai pas de micro-agression ou de stress minoritaire, finalement, là, en allant te rencontrer. Comment tu dirais que dans ta pratique, justement, là, auprès de la communauté, puis auprès des gens en général, là, je pense, comment tu arrives à créer, finalement, un espace sécurisant? Est-ce que tu fais des petits gestes concrets au quotidien que tu pourrais faire mention aux gens qui nous écoutent, par exemple, qui voudraient justement être plus inclusifs dans leur travail? Tu sais, des petits gestes concrets. Là. C'est sûr que, tu sais, le premier, c'est plus avec les gens en général, mais je trouve quand même, tu sais, qu'il y a une dimension importante au niveau de la communauté. C'est d'entrée de jeu de présenter un cadre clinique super clair. Fait que je vais me présenter, je vais nommer mes pronoms, je vais nommer un peu qui je suis, mon approche, pour que la personne soit capable de voir dans quoi qu'elle s'embarque. Mm-hmm. Puis, je vais souvent proposer aussi un cadre qui est teinté d'une très grande transparence. C'est-à-dire que si les gens sont inquiets de ce que je pense, de ce que je vais avoir comme image d'eux, ils me posent la question, puis je vais leur répondre d'une façon très transparente. Okay. Puis, je leur propose de faire la même chose avec moi aussi. C'est-à-dire de s'ils sont pas à l'aise avec moi, avec ce que je représente pour eux, avec peu importe ce qui se passe dans la rencontre, ma façon de travailler, ils peuvent me le dire. Puis si je peux m'ajuster, je vais le faire. Puis si je peux pas m'ajuster, je vais les accompagner dans une référence. Tu sais, je pense que d'offrir quelque chose de très, très libre comme cadre, puis dans lequel le consentement est au cœur d'un suivi en psychothérapie, mais je pense que des fois, c'est important d'insister davantage là-dessus, puis de rappeler à la personne que c'est elle qui est en contrôle de cette partie-là, puis qu'elle peut le retirer à tout moment. Okay. Ensuite, d'expliquer les limites de la confidentialité aussi, mais d'une façon, tu sais, peut-être plus précise, même de l'anonymat, parce que bon, tu sais, on n'est pas dans une grande région, tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de dire qu'ils sont en psychothérapie, fait que moi, je donne pas de bonjour quand je rencontre des gens que j'ai en suivi dans la rue, là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est mon cadre plus clinique, un peu plus formel.
En ce qui concerne les gens qui font partie de la communauté ou qui vivent avec le stress minoritaire, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est beaucoup de reconnaître ces expériences-là puis de leur donner peut-être une forme en rencontre. C'est-à-dire que on va en parler, on va les valider, on va les rassurer aussi sur le fait que ça se peut que ça ait des impacts qui puissent faire mal, puis que c'est pas dans leur imagination, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, parce que souvent, ils vont quand même vivre une invalidation assez importante aussi, là, tu sais, de se faire dire des fois, dans certains milieux, ah ben non, mais tu sais, c'est ta perception, c'est parce que c'est toi qui es trop méfiant envers les autres, mais il y a réellement des systèmes en place qui créent des oppressions, qui créent des injustices, puis ces personnes-là vont réellement souffrir. C'est pas des choses qu'ils inventent, c'est pas des choses qui viennent du vent, là. Je dirais même que, tu sais, il y a des démonstrations très même physiologiques de l'impact du stress minoritaire chez les populations de LGBTQ+. Fait qu'on sait très bien dans la science que ça a des impacts, puis c'est important, je pense, de donner le ton rapidement. C'est-à-dire de les nommer ouvertement, puis d'être assez sans détour aussi à ce niveau-là. Tu sais, je pense que des fois, on peut hésiter longuement sur est-ce que je dois accorder complètement le crédit à la perception du client, à tout ça. Je comprends qu'il faut prendre les choses des fois avec un grain de sel, parce qu'il y a un élément de perception, mais en même temps, on s'intéresse au vécu subjectif, on s'intéresse à l'expérience, tu sais, unique de la personne. Moi, je suis qui pour dire que c'est pas ça? Non, exactement. OK. Je pense que c'est bien d'en parler, puis c'est bien que les gens qui nous écoutent, justement, puissent... Des fois, les gens sont démunis, ils veulent être inclusifs, ils veulent s'ajuster, mais des fois, ils savent pas nécessairement comment le faire. Ou des fois, il y a même un malaise, justement, comme tu le dis, à l'adresser simplement. Il y a vraiment ce malaise-là qui, je pense, qu'il n'y a pas toujours non plus lieu d'être. Des fois, on est mieux de l'aborder clairement, puis de mettre les cartes sur table, finalement. Ben absolument. Puis tu sais, l'autre élément, c'est aussi de nuancer un peu ce que ça représente, tu sais, d'être divers dans l'expression, dans l'identité de genre ou au niveau de l'orientation sexuelle. Je pense que des fois, on va avoir tendance à beaucoup, tu sais, mettre la souffrance sur le dos de ces expériences-là, mais c'est pas nécessairement le cas. Je pense qu'il faut casser un peu le mythe aussi des personnes de LGBTQ+, qui font que souffrir, qui sont très, très malheureuses dans leur expérience. Je pense que des fois, c'est porteur de ça, mais c'est pas systématiquement le cas. Puis, tu sais, ça revient un peu à dire de pas pathologiser ces expériences-là non plus. Tu sais, pour des personnes, l'expérience de la diversité de genre, ça va être très souffrant. Exact. Pour d'autres, ça va être aussi une force, ça va être aussi un milieu du monde intérieur et identitaire qui fait du bien, dans lequel on va se retrouver, dans lequel ça va être un peu comme un sanctuaire. Fait que je pense qu'il faut faire attention à pas donner un sens à ces expériences-là qui est pas celui que la personne devant nous va donner. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que des fois, on a cette tendance-là là, à vraiment prendre pour acquis des choses alors que c'est pas du tout le cas. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire à travers ce balado-là, cette saison-là, c'est de mettre des gens de l'avant qui sont de la communauté puis que oui, ont peut-être vécu un parcours X parsemé d'embûches, mais que ça va quand même bien, là, puis qui ont des beaux parcours de vie puis qui font rayonner, justement, là, tu sais. Fait que de mettre aussi en lumière des parcours qui sont aussi positifs, là, ça peut être bien. Est-ce que tu dirais qu'en région plus particulièrement, parce que là, tu as été à Montréal, tu as pu voir un peu comment ça fonctionnait là-bas, tu es revenu en région, est-ce que tu remarques des choses particulières au niveau des enjeux observés chez la communauté LGBT ou au contraire des choses qui sont positives? Ben, c'est sûr que une chose que j'ai observée, c'est qu'il y a peu de services spécialisés. Ça, c'est quand même pas l'affaire la plus fréquente en région. Ça crée un enjeu au niveau de la mobilité parce que c'est sûr qu'on est quand même une région qui est enclavée. Tu sais, je veux dire, on est derrière le parc des Laurentides, on est loin un petit peu de tout. Par exemple, tu sais, je pense entre autres là à la communauté trans et non-binaire, les gens qui vont avoir des transitions médicales, qui doivent quitter la région, sortir à l'extérieur pour avoir plein soins. Oui. Tu sais, là, maintenant, on a quand même la chance qu'il installe de l'endocrinologie transaffirmative à Chicoutimi. Mais avant ça, c'était quand même assez complexe. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Au niveau de l'accessibilité, c'est pas toujours évident. Je pense que, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que la communauté en région est fière de sa région, est contente de rester dans sa région, puis aimerait peut-être que ça soit plus inclusif, mais il y a quand même, je pense, une dimension là-dedans qui fait du bien de voir que il y a des gens, tu sais, de la communauté qui vont pas nécessairement graviter qu'autour des grands centres, qui vont occuper ces milieux-là. Il y a des belles choses en région, là, tu sais, même si il y a pas toujours autant de services ou autant d'espace, tu sais, la qualité de vie est intéressante quand même, là. Fait que je pense que par rapport à Montréal, c'est beaucoup au niveau des services, la différence, je dirais, là. OK. La quantité, puis peut-être pas la qualité, mais je pense qu'au niveau de la quantité, il y a un beaucoup plus gros effectif, là, ça c'est sûr. Okay. Vous avez Diversité 02, vous êtes l'organisme communautaire LGBT de la région, vous faites un gros travail, mais vous êtes aussi le seul organisme. Oui, c'est ça, effectivement, puis on n'est pas proche non plus au niveau du lac, on est plus loin physiquement, donc des fois c'est plus limitant. Puis c'est une région qui est très très large aussi. C'est très grand, tout à fait. Ouais. Fait que, tu sais, vous faites beaucoup de travail,
mais il y a beaucoup aussi de travail à faire. Fait que je pense qu'à un moment donné, tu sais, ça peut faire du bien, tu sais, quand il y a d'autres acteurs qui viennent s'installer à travers ce filet-là, là. C'est quelque chose, tu sais, que j'aspire à faire aussi, de contribuer, tu sais, à offrir des services, mais je pense pas que je suis le spécial ou que je suis le seul. Je pense que ça peut devenir, tu sais, beaucoup plus inclusif si on s'y met un petit peu tous. Oui, absolument. J'aurais une question plus spécifique par rapport à toi, plus concrète. J'aimerais ça que tu nous parles, Guillaume, parce que toi, tu fais des lettres, en fait, là, les fameuses lettres là, pour justement les personnes non-binaires, les personnes trans qui veulent faire justement qui veulent aller voir un endocrinologue, qui veulent faire des changements. Mais il y a plein de monde qui, dans le concret, là, se demande c'est quoi cette lettre-là? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ton travail, c'est d'évaluer vraiment si la personne est trans ou non? OK? Mm-hmm. Donc, peux-tu nous en parler concrètement pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit de cette lettre-là? C'est sûr que, d'entrée de jeu, je vais répondre à cette question-là. La lettre, c'est pas d'évaluer si la personne est trans ou non. En fait, tu sais, la meilleure personne pour savoir cette information-là, c'est la personne qui vient me rencontrer. Mm-hmm. Fait, je pense que déjà là, on a cet élément-là qui est pas adressé. C'est ça. Ce dont on va parler, c'est beaucoup plus du consentement informé. Parce que c'est un petit peu ça l'idée dans les standards de soins les plus récents, là, la version 8. On parle d'avoir une capacité à offrir un consentement pour les soins et services qui est cohérent avec les besoins de la personne, mais aussi l'information, tu sais, connue au niveau des impacts médicaux que ces choses-là vont avoir. Je pense à l'hormonothérapie, entre autres. Mm-hmm. Ce qu'on va faire, c'est beaucoup éduquer, renseigner. Puis on va évaluer surtout, est-ce que la personne, tu sais, a des bons facteurs de protection, mettons, est-ce que c'est risqué pour elle de faire une transition dans le milieu qu'elle a actuellement, ou est-ce que, au contraire, c'est très sécurisant? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient pertinentes à mettre en place? Est-ce qu'elle comprend bien? Ça va être quoi les impacts des interventions? Puis après ça, c'est quand même à la personne de faire le choix. Fait que ça va toujours être les gens qui viennent me rencontrer qui ont le gros bout du bâton là-dessus. Pour l'endocrinologie, il y a un élément, moi, tu sais, qui est un petit peu particulier, c'est que dans les standards de soins récents, on ne recommande pas nécessairement d'avoir la lettre pour l'endocrinologie. Ouais. On oserait plutôt que l'évaluation soit faite par l'endocrinologue ou le médecin de famille, là, le chiant. Fait que, en ce moment, je pense qu'il y a un petit peu, tu sais, des vestiges de l'approche en santé trans du passé. Oui. Mais à mesure qu'on va s'actualiser, je pense que l'idée, c'est de réduire les obstacles pour avoir accès aux soins d'affirmation de genre qui, on le sait, ont des impacts très majoritairement positif. En fait, c'est essentiellement ça, là, c'est des décimales de pourcentage, là, les gens qui vont regretter formellement. Oui, c'est ça. Puis il y a cette pensée-là qu'il y en a beaucoup, là. Tu sais, nous, on se le fait demander, là. Les gens qui regrettent, tu vas regretter. C'est vraiment minime, là, le pourcentage. Ben oui, puis même dans les parcours de détransition, il n'y a pas nécessairement de regret par rapport à la transition. Ça fait partie du parcours de la personne qui va l'accepter aussi comme tel. Fait que, tu sais, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup moins risqué que ce qu'on entend dans la population générale, là, je dirais qu'à échelle égale, là, il y a beaucoup plus de regrets pour les opérations du genou, par exemple, que les opérations de pente affirmative. Et pourtant, on en voit souvent, là, des chirurgies orthopédiques. Je pense qu'il faut peut-être avoir une approche un peu plus nuancée de ce que ça représente comme risque. Je trouve ça vraiment intéressant tout ce que tu dis, puis je trouve ça important qu'on l'adresse parce qu'on se fait tellement poser de questions. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, en tant qu'organisme, on connaît ces réponses-là, mais je trouve ça important que tu les mentionnes pour les gens qui nous écoutent, qui vraiment vont manquer de connaissances par rapport à toute cette trajectoire-là, puis vont penser certaines choses. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je me demande maintenant, avec tout ton bagage personnel, professionnel, à travers tout ce parcours-là, si tu pouvais parler aux jeunes toi, OK, au secondaire ou tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou à un jeune d'aujourd'hui qui voit peut-être pas la lumière, OK, au bout du tunnel, ce serait quoi que tu aimerais transmettre comme message? Ben déjà, je pense que je serais très émotif puis je voudrais en prendre soin. Ensuite, je pense que je dirais que l'espoir d'une vie qui est plus confortable et moins loin que ce qu'il pense. Okay. Puis que, je veux pas dire d'arrêter d'avoir peur de lui, mais peut-être de prendre les parties de lui non pas comme des failles, comme des problèmes, mais plus comme quelque chose à accepter, quelque chose qui va faire du bien aussi éventuellement, puis qui sont pas anormales et problématiques. Je pense que je lui dirais aussi d'arrêter d'avoir peur de tout le monde, parce que finalement, tu sais, l'agression, elle va venir de certaines personnes, mais
le réconfort va venir d'autres personnes. Puis personnellement, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup bloqué. J'ai évité les gens, tu sais, d'une façon assez unilatérale. Là, je laissais pas accès à une intimité personnelle tant que ça. Puis de trouver un milieu qui te ressemble. Ça, je l'avais fait quand même quand j'étais adolescent. Là, j'avais fait de l'improvisation. Puis je m'étais retrouvé dans un milieu qui était, tu sais, bon, c'était pas nommé, c'était un milieu queer, mais c'était quand même un milieu queer. C'est drôle parce que je pense que dans le podcast, t'es la 3e personne qui a fait de l'impro puis que ça l'a vraiment aidé. Dans le podcast de personnes queer, 3 là-dessus ont fait de l'impro puis ça les a sauvés. Ben là, tu vas l'inclure dans des stratégies thérapeutiques. Mais là, je pense qu'il va falloir commencer à se questionner grandement là-dessus. Là. Qu'est-ce qui se passe à l'impro, là? Ben, c'est des milieux quand même inclusifs dans lesquels, tu sais, on n'a pas peur de soi, on s'exprime ouvertement, librement, puis on apprend un peu, tu sais, qu'il n'y a pas de ridicule, il n'y a pas rien de mauvais, on fait juste progresser à mesure, puis il y a quelque chose de vraiment confortable, puis je dirais de rassurant là-dedans. Ben oui. Fait tu sais, je pense qu'à un autre jeune, je dirais de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand il y en a besoin, qu'elle existe, puis qu'elle est disponible plus que ce qu'il penserait peut-être. Puis que, tu sais, si en ce moment, c'est dur d'avoir un milieu sécuritaire, ça se construit aussi. C'est vraiment beau, puis je pense que c'est porteur d'espoir. Puis tu dirais qu'aujourd'hui, comment tu vis avec, par exemple, ton expression de genre que tu essayais de cacher quand tu étais plus jeune, ton orientation sexuelle, tout ça, comment tu vis avec ça aujourd'hui? Est-ce que c'est limitant pour toi ou est-ce que tu n'as plus de problème puis tu vis ça all-in? Ben, la réponse courte, c'est je vis ça all-in. la réponse plus longue, ça serait j'ai plus que fait la paix avec ces parties-là de moi, je les aime. Maintenant, je les aime d'un amour sincère. Puis je pense que ça constitue qui je suis d'une belle façon. Puis je pense que ça montre aussi, tu sais, qu'il n'y a pas juste un modèle identificatoire, il y en a plusieurs. Que ce soit au niveau de l'expression de genre, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle. Puis pas que je prétende que je suis un modèle, là. Je pense que c'est plus dans l'idée que faut que des gens divers existent pour que d'autres personnes diverses sentent qu'ils ont le droit d'exister. Puis je me dis, si un jeune comme moi, comme le jeune que j'étais, qui me voit aller m'exprimer fièrement, ouvertement, d'une façon qui peut être des fois androgyne, d'une façon qui peut être des fois un peu plus sur la frange féminine, plus masculine, puis qui est à l'aise de le faire, ben j'espère qu'il va sentir qu'il a le droit puis qu'il est à l'aise de le faire aussi. Ben merci Guillaume pour tous ces beaux partages-là. C'était vraiment un beau moment. Je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes. En tout cas, pour les gens qui veulent te voir, on pourra mettre, quand on va publier l'épisode, publier ou te joindre, qui veulent venir te rencontrer, parce que ça se peut qu'après l'épisode, il y ait des gens qui aient envie de venir te rencontrer. Oui, ben je peux donner mes coordonnées aussi. C'est sûr que si les gens cherchent des suivis, ils peuvent quand même aussi aller sur le site de l'Ordre des psychologues puis sélectionner des catégories différentes. Puis autrement, ben je travaille à la clinique L'Élan, où on est une clinique inclusive qui a une approche là quand même sensible au trauma de façon très générale. Puis on a à cœur quand même de prendre soin des gens qu'on rencontre, comme je pense toutes les cliniques, mais on a cet accent-là quand même au niveau de la communauté. Ben c'est parfait, Guillaume. Fait que je te remercie beaucoup. C'est super apprécié. Merci à toi. Bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.